Sophie Branchereau, je sais que vous êtes en ligne, mais Hervé Thomaso a un problème ferroviaire. Non, ça va aller? Il a l'habitude. Voilà, vous avez la parole, Sophie, pour nous parler de la place des grands centres européens de formation par la simulation. Sophie était là tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, je suis là. Voilà, on commence à l'entendre. On vous entend. Je suis là. Je vais essayer de partager mon écran. Là, voilà. Ça y est. Oui, en plein écran. Oui. Oui, ce que je voudrais, c'est partager mon écran. Ça serait mieux. Je ne sais pas pourquoi. Si vous me donnez quelques instants, on va revenir à... Vous avez un petit bouton vert sur le... en bas au milieu. Oui, j'arrive. Oui, j'ai un problème avec mes deux... J'ai trop d'écrans devant moi. Ça va s'arranger. Oui, bien sûr. Le petit bouton vert, écran partagé. Oui, ça doit être ça. Non, c'est voilà. Oui. C'est parfait. Vous pouvez lancer votre communication. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la place pour les grands centres européens en formation chirurgicale par la simulation. Est-ce que vous pouvez lancer votre communication, s'il vous plaît? Oui, vous ne la voyez pas? Si, on la voit, mais en diaporama, c'est mieux. Elle est en plein écran. Elle est en plein... Sur mon écran, elle est en plein écran. C'est ça qui me paraît. C'est parfait. Appuyez sur le bouton, là. Ah ben, restez comme ça. Ça marche très bien, merci. Je ne comprends pas pourquoi il ne le met pas en... Good. Moi, je le vois en plein écran. Vous ne le voyez pas en plein écran? On voit bien comme ça. Ça ira? Oui, ça va. On voit bien comme ça. Merci beaucoup. Je peux pousser ça. Bon, je ne sais pas, je fais plein. Donc, quand on parle de simulation en chirurgie, comme on vous l'a montré, on nous parle tout d'abord de matériel et de formation sur des supports qui sont soit des supports secs, soit des animaux, soit le corps humain. Il y a les sociétés, que ce soit au niveau national ou européen, ont voulu promouvoir la formation chirurgicale par la simulation. Et ça, c'était une communication qui a été faite au niveau européen sur le futur de l'enseignement et de l'entraînement à la chirurgie, avec proposer différents points, différentes étapes qui doivent être essentielles dans la formation européenne, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, un chirurgien acquiert sa spécialité dans un pays membre de l'Europe, en France par exemple, pourra exercer dans tous les autres membres de l'Union européenne et inversement. Et que donc les boards de chaque des spécialités médicales et de la chirurgie en particulier et des différentes spécialités chirurgicales ont essayé de mutualiser des lignes de conduite sur la formation pour développer ces compétences. Et alors j'aurais bien voulu enlever ça. Une des compétences, un des points essentiels de cette formation qui a été mis en avant, c'est l'enseignement par la simulation avec le développement de centres de simulation et d'entraînement qui répondent finalement à deux besoins qui sont reconnus au niveau européen, d'avoir limité le temps de travail des chirurgiens par des règles européennes, ce qui a conduit à limiter le temps de la formation par compagnonnage, et donc à transférer ce temps de formation au lit du patient ou au bloc opératoire à donc une formation dans des centres de formation. Et puis également qui a voulu répondre à cette phrase que vous avez déjà entendue, jamais une première fois chez le patient, ce qui pour les activités techniques chirurgicales nécessite d'avoir des centres de formation bien entendu. Alors, en parallèle de ça et dans la poursuite de cette volonté, a été créé
un réseau pour accréditer des centres de formation de compétences médicales avec pour certains membres de ce réseau une orientation particulière à la formation chirurgicale. Alors, je suis allée regarder, je vais pas vous détailler chacun des centres qui sont, donc là, les centres qui ont été accrédités. Je pense qu'il y a bien sûr plus de centres européens que ceux qui ont répondu à tous les critères d'accréditation, mais que j'ai retenu 2 exemples dans cette liste qui m'ont un peu parce que j'en avais déjà entendu parler et parce que je voulais vous les mettre en avant sur les modèles qu'ils développent, parce qu'ils sont assez représentatifs également des autres centres qu'on voit dans cette liste, avec finalement 2 modèles. Un modèle qui est le modèle Orsi, qui est donc un centre de formation qui a pour objectif donc, la formation chirurgicale, mais qui est centré autour d'un domaine d'expertise spécifique qui est la chirurgie minimale invasive chirurgie, et donc avec plus particulièrement maintenant une formation en robotique. Alors donc un centre qui s'est constitué à partir des universités, avec un support universitaire et académique en Belgique, avec un centre qui est accrédité au niveau européen, mais qui est fortement soutenu du fait du matériel qui est mis à disposition pour le développement des compétences chirurgicales par l'industrie, avec en particulier l'investissement de Medtronic qui met à disposition son nouveau robot pour que les chirurgiens, en particulier dans la formation urologique, viennent développer leurs compétences dans ce centre ultra moderne et avec énormément de matériel mis à disposition. On voit bien, donc la volonté, c'est d'assurer une formation de qualité en répondant à tous les critères, en reprenant ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de privilégier une formation qui est bien centrée sur l'apprenant, avec on regarde d'abord, on enseigne, on vérifie que les choses sont acquises. Et avec, vous le voyez, une montée en puissance, puisqu'en 2012, il n'y avait même pas une centaine de chirurgiens qui étaient formés à partir de ce centre, et qui aujourd'hui arrive à quasiment 1000 chirurgiens qui sont formés par an dans ce centre. Avec donc la constitution de ce centre autour d'un consensus pour la formation robotique, et qui donc utilise différents partenaires qui sont les sociétés scientifiques, qui sont le support gouvernemental, le support académique par le biais des universités et bien sûr un partenariat industriel fort. Donc ça, c'est un modèle de constitution qui est finalement pas monospécialité, mais on va dire autour quasiment d'une monotechnique et autour d'un cœur de cible qui est monoprofessionnel, qui est le chirurgien. À l'inverse, on peut citer en exemple un autre modèle de concept qui a été retenu et accrédité dans ces centres de compétences européens, qui est le développement d'une plateforme commune qui s'appelle l'hôpital virtuel de Lorraine, et qui donc, lui, est sur un modèle qui va utiliser tous les domaines d'expertise, qui va avoir comme public à la fois les étudiants, mais également les professionnels de santé pour la formation médicale continue, et qui va également introduire, mais comme Orsi, des projets de recherche. On voit que c'est un montage et une structuration avec une plateforme commune, mais qui va avoir comme support différentes facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie, la faculté de sciences et du sport, qui va avoir un support à côté à la fois universitaire et médical, avec l'Institut de cancérologie et le centre hospitalo-universitaire, et qui va également emporter dans les centres de simulation la formation
à la médecine d'urgence, la formation à la simulation et l'école de chirurgie. Donc, vous voyez un multi-partenariat extrêmement académique et avec finalement développé à la fois une école de chirurgie, un centre de simulation, et vous voyez que c'est distinct quand même, et puis un centre d'enseignement des soins d'urgence. Et comme ça, on couvre différents modèles de formation à une technicité dans des domaines différents. Ce qui est intéressant au centre, ce que j'ai trouvé intéressant en regardant ces concepts de formation, c'est que là, on a un exemple en particulier avec le développement du diplôme interuniversitaire de chirurgie robotique, d'une formation qui là est multidisciplinaire, où on a comme public à la fois des chirurgiens, des infirmières, des ingénieurs. Et donc, c'est une formation diplômante qui est interuniversitaire et interdisciplinaire et avec un véritable concept d'apprentissage avec une technicité particulière qui est l'usage autour du robot, mais avec cette volonté véritablement de formation en simulation avec les différents intervenants possibles. Alors, j'ai regardé d'autres modèles de formation d'écoles qui ont une aura internationale et des plateformes où sont un petit peu investis différentes structures. J'ai trouvé intéressante la formation de cette plateforme qui est une plateforme de formation à l'innovation et à l'entraînement en chirurgie. Et ce qui est intéressant dans cette plateforme-là, ou du moins dans la façon dont elle est présentée, parce que j'irai la visiter, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait, c'est qu'il montre bien l'intérêt d'une formation multidisciplinaire, là aussi avec différentes spécialités et différentes professions, mais également avec le développement d'une plateforme de e-learning en parallèle de séances réelles, et puis un fort support pour que ces enseignements soient utilisés pour une mise en ligne et pour la diffusion de l'information au-delà d'une formation en présentiel. Donc, vraiment, finalement, les outils qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour améliorer la formation en simulation, tant sur la technique et finalement en se mettant en situation, mais également en diffusant cette information et en créant un espace où enseignants et enseignés peuvent rediffuser leur expérience. Bien sûr, un exemple qu'on connaît tous, qui est là pour le coup au-delà d'une grande école de chirurgie européenne et qui d'ailleurs n'a pas cet objectif c'est un centre de formation chirurgicale qui est un centre de formation où on a vraiment un centre d'excellence dans la formation à la chirurgie mini-invasive, où il y a un grand nombre de chirurgiens qui sont formés au travers de formations théoriques, avec là aussi la possibilité d'entraînement pratique, et là pour plutôt des chirurgiens experts, et avec également un fort potentiel pour l'innovation et la recherche, et avec une structuration qui demande des infrastructures et un support économique dans un tissu donc régional et économique qui est extrêmement soutenant pour développer une telle structure, mais on voit que ça permet l'aboutissement à véritablement un outil de formation avec une aura internationale. À côté de ça, on voit des projets qui peut-être semblent plus modestes, mais qui ont la particularité par rapport à ce qu'on a vu au tout début de la réflexion sur la formation et la formation au développement de compétences chirurgicales, mais également de compétences par la simulation en situation.
Et je trouve que quand on regarde le projet donc, qui est mené à l'Université de Poitiers avec le développement du projet SimLife, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un apprentissage avec un modèle innovant où finalement on a une revascularisation de corps humain qui permet une mise en situation au bloc opératoire avec à la fois la possibilité d'enseignement, bien sûr, de techniques chirurgicales, mais également des programmes de véritable mise en situation, par exemple de mise en situation par rapport à un traumatisme abdominal, une plaie du cœur, une plaie du poumon, et où il y a un enseignement qui est distribué, qui à la fois utilise la technologie actuelle pour la gestuelle chirurgicale, mais également une véritable mise en situation après un apprentissage théorique, une mise en situation, un débriefing, donc qui est au plus près de ce qu'on peut voir dans les modules de formation de simulation sur les activités d'urgence, sur l'enseignement aux pratiques d'anesthésie. Donc finalement, ce que vous avez dit d'ailleurs dans d'autres présentations, c'est à la fois un modèle de formation à la théorie, à la technique chirurgicale, mais à la mise en situation et au comportement au bloc opératoire. Et donc, ça répond mieux, à mon avis, à ce qu'on souhaite pour aller au bout, enfin, pour ne pas oublier une part de la formation des chirurgiens. Donc, sur cette diapositive, ce sont tous les outils qu'on appelle les outils de simulation, mais qu'il faut bien ranger dans ce qui s'appelle la simulation à l'apprentissage de la technique chirurgicale. Tous ces outils sont plus ou moins élaborés, sont soit des supports synthétiques, soit des supports numériques, des sujets anatomiques ou des animaux, et également de nouveaux outils de simulation, comme la simulation après une impression 3D, comme la simulation utilisant le robot, mais également comme la simulation, vous voyez, ça c'est les internes dans le service tout à l'heure, qui ont un petit support très simple, on met son téléphone portable et puis on peut faire de la simulation avec quasiment un petit bout de carton et dans le service, donc sans obligation de se rendre dans un site spécifique. On voit qu'on a beaucoup d'outils. Les enjeux, à mon avis, pour la place des centres et de véritables centres de formation européens, c'est tout d'abord de trouver un modèle économique qui soit équilibré entre les sociétés scientifiques, les supports académiques, le support par les États, mais également la place de l'industrie, puisqu'on a vu que dans les supports de simulation technique, il y a un enjeu économique fort sur la mise à disposition des outils, et qu'il ne faut pas oublier cette petite phrase que j'ai retrouvée dans presque toutes les présentations sur la simulation. La simulation est une technique, ce n'est pas une technologie. Et que donc, dans l'avenir de la formation des chirurgiens, bien sûr, il faut intégrer cette formation par la simulation par des simulateurs pour l'aspect acquisition pour le début des cycles de formation, également pour la formation professionnelle continue, parce qu'on a des nouveaux outils qui arrivent, et quand vous êtes un vieux chirurgien et qu'arrive la robotique et que vous devez vous mettre à jour, il faut pouvoir disposer de ces outils techniques, mais qu'en parallèle, et vous l'avez bien dit à la fois dans la présentation pour les internes et la présentation qui a été faite pour la formation à Montpellier, il ne faut pas oublier la formation en situation comportementale et interdisciplinaire et interprofessionnelle, parce qu'elle faisait partie du compagnonnage. Le compagnonnage, ce n'était pas juste de transférer ses compétences techniques. C'était savoir-faire et savoir-être au bloc opératoire. Et donc, pour l'avenir, il faut bien que, même dans des centres de formation européens, on arrive à penser et à structurer
ces deux aspects de la formation chirurgicale. Je vous remercie. C'est bon. Oui. Sophie, on t'a applaudi, c'est sûr, mais tu avais fini? Oui. D'accord, ok. C'était fini. Sophie, c'est Dan là, Benamo qui te parle. D'abord, merci pour cette overview, là, cette vision un peu, disons, un peu plus large, générale sur des centres un peu spécifiques dont tu as bien montré les quelques modèles qui peuvent exister. Alors, je ne sais pas, peut-être avant que moi je prenne éventuellement la parole, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous voulez bien faire passer les micros? Georges Casanova. Merci. Je voulais savoir s'il est envisagé dans un centre, parmi tous ces centres, un secteur d'études rétrospectives des accidents liés à la chirurgie telle qu'elle est prévue, si j'ose dire, par la simulation, un peu à la manière du bureau enquête accident de l'aéronautique, avec ce que ça peut comporter de modifications des procédures ultérieures, de renseignements, des erreurs à éviter, évidemment aussi, quant à ce qui peut se passer vis-à-vis des problèmes médico-légaux. Bien sûr, ça fait. On t'adresse à Sophie, si tu veux t'exprimer, vas-y. Oui, j'ai pas abordé, enfin, j'ai pas introduit la réflexion et pourquoi finalement on avait choisi de faire cette présentation aujourd'hui. C'est que je travaille et je suis missionnée pour le projet pédagogique de la nouvelle école de chirurgie. Et que donc, c'est pour ça que j'essaye de travailler pour avoir une vision d'ensemble. Et que, bien sûr, un des objectifs des nouvelles écoles de chirurgie doit être le retour d'expérience et bien sûr la saisie. Et d'ailleurs, il y a tout un enjeu sur les données du bloc opératoire, l'enregistrement de l'activité au bloc opératoire et le retour d'expérience. On est très en retard, Dan va être content, mais on est très en retard et je pense qu'il faut qu'on s'en serve du modèle qui a été donné par les anesthésistes. C'est-à-dire qu'on progresse beaucoup sur la technique, mais qu'il faut en parallèle, et l'outil de simulation et l'outil de retour sur expérience sont des outils qui ne sont pas à négliger justement, et que c'est probablement sur des grands centres que peuvent être menés à la fois la formation pour mieux connaître ce domaine et pouvoir le partager avec des gens qui ont l'habitude, dont c'est le métier, de travailler sur des améliorations par rapport à un geste technique. On sait que là, on est dans une complexité énorme, hein. C'est différent d'un avion, c'est différent d'un entraînement sur un train, mais on peut avoir des retours sur expérience et ça doit être intégré dans les écoles. Alors, il y a d'autres questions qui vont arriver. Juste un petit commentaire, juste intermédiaire de ma part, sur cet aspect-là. D'abord, c'est une question qui est très intéressante et très, très utile. Et d'ailleurs, a déjà été publié par la HAS et la Sofrasim, il y a maintenant 2 ans, un guide qui s'appelle Simulation et gestion des risques. Avec l'idée, par exemple, que à l'occasion d'une séance de RMM dans un établissement, dans un service où on a identifié une problématique particulière à l'occasion d'un cas, eh bien que, par exemple, ce cas-là, s'il est jugé intéressant et, je sais pas, emblématique, par exemple, peut être retranscrit sous la forme d'un programme de simulation secondaire qui permet non pas de le laisser juste comme un cas qui va être oublié, mais qui peut servir secondairement à de l'entraînement et à mieux faire en sorte que, secondairement, la situation ne soit pas revécue sous la même forme qu'initialement. Donc, la simulation est tout à fait un outil de gestion des risques, c'est tout à fait vrai. Et puis, juste deuxième toute petite remarque rapide, Sophie a évoqué, je pense, si j'ai bien compris, l'enregistrement dans les salles d'opération. Oui, il y a déjà de la littérature sur la vidéo des salles d'opération. Nous, on est en train de mettre en place ça dans notre établissement, un gros projet qui a été financé par l'ARS au cours des derniers mois et dont un des objectifs est aussi d'enregistrer les séances, les actes opératoires, les interventions chirurgicales, de les analyser sous l'angle de la gestion des risques et d'en faire non seulement un outil secondaire de simulation au centre de simulation, alors que là, c'est des opérations, des vraies interventions faites en salle d'op dans un bloc opératoire, dans un vrai bloc opératoire,
mais également d'en faire potentiellement une analyse, par exemple anonymisée, de l'organisation locale, quelle est la qualité d'organisation qu'on peut observer dans un bloc opératoire, est-ce qu'on peut même la mesurer, l'évaluer et faire en sorte que, par exemple, en présentant les résultats sous la forme d'un système de, comment dire, d'évaluation, disons, d'évaluation de la qualité de ce qui est réalisé, eh bien, de pouvoir obtenir comme ça une amélioration progressive, un peu comme on a dans les cycles habituels de gestion des risques et d'amélioration de la qualité. Donc, il y a pas mal d'aspects potentiels qui peuvent lier un peu ces différents points. Je laisse la parole aux intervenants, enfin aux personnes qui voulaient parler. Hubert Joannet. Oui, puisqu'il a été question de financement et qu'il va encore en être question, on peut sur ce point signaler que les assureurs ont tout à fait intérêt à investir dans la simulation. Certains ont déjà d'ailleurs commencé à le faire et ça peut être une source de financement qui pourrait être partenarisée, si j'ose dire, avec les écoles de simulation. Alors, on ne s'est pas téléphoné, mais je voulais exactement intervenir sur ce sujet, puisque nous avons, en particulier avec les assureurs bien connus du monde hospitalier, CHAM, un partenariat à l'Académie de chirurgie, justement pour travailler ensemble sur la meilleure manière à la fois de simuler les risques au bloc opératoire et éventuellement aussi de faire du débriefing, à partir de ce que tu viens de dire, à partir du réel, de situations enregistrées, vidéotées, etc., qui permettraient d'avoir, à partir du réel, des manières de faire ce qu'on peut appeler la science du risque, c'est-à-dire la syndinique, qui est la science d'évaluation des risques. Merci, Albert Claude. Oui, Guillaume. Bonjour, Guillaume Pourchet. Donc, moi, j'avais une question peut-être un peu provocatrice, mais c'est vrai qu'on voit en France, malheureusement, et puis Sophie Branchot l'a évoqué, on est très en retard en France sur ce projet de simulation chirurgicale. Et quels sont vos diagnostics de cette problématique? Bien sûr, il y a un problème financier, mais pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a aussi un problème de qui fait quoi. Enfin, voilà. Donc, je voulais avoir votre avis de ce point de vue-là, parce qu'il faut absolument avancer. On l'a vu avec Gabriel. L'enjeu est majeur. C'est un outil qui doit être intégré. Et la formation chirurgicale, probablement, elle a été un petit peu négligée ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'on est en retard. Tu as raison. Et la question qui a été abordée tout au long de cet après-midi, c'est l'appropriation du concept.